Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de permission et d'autorisation. Ça veut dire quoi? En fait, votre PM, par exemple, est venu vous demander d'ajouter des permissions dans l'application. Il n'y avait pas vraiment d'existant. Donc, vous avez essayé, vous ne saviez pas forcément comment le faire, ça a été complexe, pas forcément très bien fait. Bref, souvent, on est plus ou moins tous passés par là. On ne sait pas forcément comment le faire. On sait qu'on doit le faire. Et donc, on va voir aujourd'hui comment on peut faire ça et ce que chaque choix va nous apporter. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Céline Louvet. Je travaille chez Shine. Je suis lead développeuse chez eux. Au quotidien, je fais du développement back-end sur des plateformes cloud. Et je me suis notamment spécialisée sur ce type d'architecture. J'aime particulièrement la phase de recherche de stabilité et de qualité d'une application. Souvent, je dis que c'est le moment où on passe de « je produis vite » et pas forcément bien, à « je produis mieux, plus calmement et avec une meilleure qualité ». Du coup, Shine, c'est un compte pro, une banque pour les professionnels, pour les entreprises et les indépendants. C'est accessible via une application mobile ou une web app et ça combine le meilleur des deux mondes, les services d'une banque traditionnelle et simplicité et fluidité d'une néobanque. Alors, avant de poursuivre, je vais vous présenter l'exemple qui va nous servir au fil de la réflexion aujourd'hui. On va le faire évoluer au fil du temps. On va avoir deux versions. Tout d'abord, on a un MVP. C'est le premier truc que vous allez sortir très rapidement. On va considérer en fait un système de blog privé. Je vais chercher dessus à écrire des articles et à les publier. On a une liste de fonctionnalités attendues. On va devoir ajouter un administrateur, supprimer un administrateur, créer un brouillon, modifier un brouillon. La liste est un peu longuette. Bref, je ne vais pas vous la faire, mais la voici. On va répartir toutes ces fonctionnalités en deux interfaces. Une interface d'administration qui est accessible uniquement aux administrateurs et une interface publique qui sera accessible à tous. Alors, pour ça, on va ajouter deux personas pour modéliser ces deux types d'utilisateurs. Marc sera l'administrateur et aura le droit d'utiliser donc l'interface d'administration. Et Lucie, elle, n'aura que le droit d'utiliser l'interface publique. OK. Donc, on va faire évoluer cette application. Maintenant, elle va devenir une plateforme de blog. Je ne sais pas si vous l'avez connue à une époque, mais c'est un exemple de type Overblog, Skyblog, enfin ces machins-là. On en a entendu parler en Keynote hier, mais du coup, voilà. Donc l'idée, c'est qu'un utilisateur va venir dessus, se créer son propre site, son propre blog, et pouvoir publier ses propres articles. Donc on est au stade de la plateforme. Là, on va rajouter quelques fonctionnalités par rapport aux précédentes. C'est tout ce qui est orienté vers la création d'un site, justement. Créer mon site, supprimer mon site, ajouter un utilisateur à un site, avec la différence de l'administrateur de la plateforme, et supprimer un utilisateur de site. On va, pareil, comme tout à l'heure, à nouveau répartir ces fonctionnalités, cette fois-ci en trois interfaces. La première interface d'admin, maintenant, est devenue deux interfaces. Une première qui est de l'admin général, dédiée clairement aux administrateurs de plateforme. La deuxième est une administration par site, qui va être accessible aux utilisateurs connectés à un site, juste pour eux. Et on va avoir l'interface publique, qui va être accessible à tous. Donc, en plus des personas précédentes, on va en ajouter d'autres. Alors, Marc, qui était avant l'administrateur du blog au complet, maintenant sera uniquement administrateur de plateforme. Inès, elle, va devenir administratrice d'un site. Typiquement, ça va être elle qui a créé le site ou ce genre de choses. Enzo et Jessica seront des auteurs d'articles pour un site. Lucie, elle, pas de changement. La raison pour laquelle on a deux auteurs, c'est parce qu'il y a un système de relecture, en fait. Un peu comme les pull requests. Celui qui écrit un article n'est pas celui qui le publie. OK. D'un point de vue technique, on a un système distribué, 3 microservices, assez basique dans l'immédiat. Chacun sa base de données. On va avoir user, site et article.
Alors, avant de chercher à mettre en place de la gestion de permission, on va se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça. Normalement, c'est comme ça qu'on fait notre taf. Alors, c'est un moyen de répondre à un besoin fonctionnel qui est exprimé sous la forme de règles. Qu'est-ce que c'est une règle? Alors, on va voir des exemples pour ça, ça sera plus simple. Une règle, par exemple, serait « tout le monde peut visualiser un article publié ». Une autre, « seul un administrateur peut supprimer un site ». Ou un brouillon, pardon, excusez-moi. OK. Donc maintenant qu'on a parlé de règles, on va aller sur un autre point qui est important avant de pousser plus loin. Identité n'est pas permission. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, souvent, on a tendance à ranger tout dans une même notion d'hôte. En fait, on n'a pas de notion d'hôte. Il faut qu'on arrête de parler de ça, en fait. On a réellement 3 notions séparées. On a l'identification, l'authentification et l'autorisation. En premier, l'identification, c'est clairement d'établir l'identité de notre utilisateur. On va chercher à répondre à une question qui est « Qui êtes-vous » Pour ça, on va fréquemment utiliser des trucs genre email, numéro de téléphone, login, bref, ce genre de choses. Puis, on a la phase d'authentification qu'on va trouver sous l'abréviation AuthN pour la différencier. Il s'agira en fait de permettre à l'utilisateur d'apporter la preuve de son identité. On va chercher à répondre à une autre question cette fois-ci. Êtes-vous réellement cette personne? Fréquemment, on va le faire avec un mot de passe, un code OTP qu'on a reçu par SMS par exemple, ou même un 2FA, ou alors une empreinte biométrique. D'ailleurs, si la réponse à cette question est non, enfin, peut-être que ça serait le moment de répondre par un 401, par exemple. Et justement, c'est là où on va faire la différence dans le auth. On a authz, avec un Z cette fois-ci. Ça va être l'autorisation. Il s'agira de contrôler ce que l'utilisateur peut faire. Et ça va être le sujet aujourd'hui. On va répondre à une autre question, qui est « Est-ce qu'il a le droit de faire l'action demandée ?» Alors, on reviendra sur la notion d'action juste après. Typiquement, si la réponse est non à cette question, on peut répondre une 403. Alors, on a quelques exemples très fréquents, juste pour clarifier les choses. Par exemple, on peut s'identifier par email et s'authentifier par mot de passe, très basique, pas terrible en termes de sécurité, mais très basique. On a aussi, pas forcément mieux d'ailleurs, mais ça marche aussi, l'identification par numéro de téléphone suivi d'un code OTP, One Time Password, je ne l'avais pas précisé, mais qu'on va recevoir par SMS par exemple. Donc, s'il y a un truc à vous rappeler aujourd'hui, en termes de code, commencez à différencier les deux. Ne mélangez pas vos briques d'authentification et d'autorisation. C'est le premier point important. Quand vous mélangez les deux, ensuite, vous arriverez avec un sac de nœuds qui sera un peu plus difficile à démêler. OK. Alors, on va avancer. À un moment, j'ai parlé de mettre en place des permissions. On a dit qu'on cherchait à répondre à un besoin sous la forme de règles. En fait, tout le jeu de l'autorisation, c'est de déterminer la bonne règle et de la vérifier. Pour déterminer cette règle, en fait, on a 3 questions. Je vais souvent aborder les points sous forme de questions parce que c'est rapide de répondre à une question. La première, c'est qui fait la demande? La réponse deviendra en fait l'acteur ou l'actrice. La deuxième question serait qu'est-ce que cette personne cherche à faire? Cette réponse nous donnera l'action, justement. Et en dernier, à quoi cette personne essaye-t-elle de le faire? Alors en français, ça fait une phrase un peu tordue, mais bon. La réponse définira la ressource cette fois-ci. Donc, en fait, une règle, c'est un tuple. On a un acteur, une action, une ressource. C'est toujours comme ça qu'on va déterminer les choses. On va voir quelques exemples de règles, cette fois-ci. Marc veut publier un brouillon. Je pense que vous me voyez venir. Qui fait la demande? Marc. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Publier. Quoi? Un brouillon. Pareil, on a du même ordre d'idée, une autre. Lucie veut supprimer un administrateur. Qui fait la demande? Lucie. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Supprimer. À quoi? Un administrateur spécifique. OK. Bien. On a
quelques notions importantes à clarifier avant de poursuivre, parce que je vais utiliser ensuite des mots. Je préfère clarifier tout ça dès maintenant. On a la notion de révocation. Je ne sais pas si ça vous parle dans la salle. C'est en fait la suppression des droits d'un utilisateur, tout basiquement. Dans quel cas on veut faire de la révocation? C'est là où c'est un point critique en fait. On va vouloir changer des droits d'un utilisateur. On a un employé qui part, par exemple, ou pire, on a une fuite d'identifiant. Ça, c'est la situation dramatique au possible sur une plateforme, et il faut qu'on la prévoie dès le début, en fait. Dès le début, prévoyez votre révocation, parce que le jour où vous avez une fuite de mot de passe ou autre sur le web, c'est trop tard. C'est pas le moment de déployer du code en prod, en fait. Enfin, surtout quand il faut faire le code, les tests, la CI, publier, attendre que ça se mette à jour, bref. Donc, c'est pas le moment de le faire. Prévoyez-le dès le début. Quand vous choisissez votre archi, pensez révocation à l'instant T. Un deuxième point comme ça sera la délégation de droits. Alors, c'est la transmission des droits d'un utilisateur. C'est-à-dire qu'au moment où un service va en appeler un autre, en fait, l'utilisateur va déléguer les droits à ce premier service. C'est ce qui va permettre de simuler un peu un utilisateur. OK. Donc ça, c'était les deux premières. Les deux suivantes, en fait, vont ensemble. On va parler de décision et d'exécution. La décision, en fait, c'est la réponse de l'autorisation. Elle est binaire. Elle est de type on est autorisé ou on est refusé. Il n'y a pas d'entre-deux. On n'a pas de peut-être. Ça ne peut être que clairement oui ou non. Cette décision va s'appuyer sur les règles qu'on a définies. On appelle ça de la logique d'autorisation. Et du coup, elle va s'appuyer sur le tuple qu'on a vu tout à l'heure, qui est acteur, action, ressource. On va parler de données, cette fois-ci, d'autorisation. Ça va s'appuyer sur ces données pour appliquer la logique et obtenir une décision. Cette décision, elle sera exécutée par l'enforcer. Je n'ai pas encore trouvé de terme en français équivalent, donc je vais utiliser enforcer. C'est clairement lui qui applique une décision. C'est aussi lui qui doit savoir comment votre décision doit être appliquée. C'est-à-dire que, suivant vos cas, on ne retourne pas forcément exclusivement une erreur 403. On peut rediriger un utilisateur vers une autre page. On peut le déconnecter aussi. Tout ça, c'est l'enforcer qui va le décider. En fait, quand l'utilisateur fait une demande, ça passe d'abord par l'enforcer qui va aller fournir les informations à la couche de décision. La couche de décision, donc, fournira en réponse sa décision. Il est autorisé ou il est refusé. Et on sait quoi répondre à l'utilisateur. Donc, il est important, pareil, de retenir un point. Si vous devez tester un truc, testez votre enforcer. Parce qu'en fait, c'est lui qui va appliquer la décision. Si votre décision est bonne, mais que votre enforcer est faux, en fait, vous laissez une porte grande ouverte. C'est votre barrière de sécurité, c'est lui. Testez-le. Assurez-vous qu'il fonctionne parfaitement. OK. Si on reprend les exemples de tout à l'heure, Marc veut lister les brouillons. On va du coup transmettre à l'enforcer la demande, qui va donc arriver jusqu'à la décision. On a une règle, puisque c'est ce qu'on applique. Seul un administrateur peut lister les brouillons. Donc là, Marc étant un administrateur, il a le droit. Donc l'enforcer peut transmettre à la couche métier l'action à effectuer et la couche métier répond. Tout ça donc passe par l'enforcer. Du même ordre d'idée, Lucie veut faire la même action. Elle, je rappelle qu'elle n'est pas administratrice. Donc la réponse de la décision est non, elle n'a pas le droit. Et donc, on répond tout de suite. Cette requête ne s'approchera pas du tout de la couche métier. Donc votre couche métier est protégée. OK. Alors, on a un point maintenant qui est important. Ça va être une grande partie de tout ce qui est autorisation, en fait.
On va voir en fait les types d'architecture. On en a deux qui sont très connus. Alors, il y en a une troisième qui est un croisement des deux, que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que sinon, potentiellement, on y est encore demain. Donc, je vais rester sur les deux plus standards, l'architecture centralisée et décentralisée. Si on prend déjà le cas du monolithe, je vais être honnête, on a un seul serveur, un seul service, tout est dedans, l'enforcer, la décision, la logique de métier, ce qui veut donc dire que personnellement, pour la suite et les deux décisions, enfin les deux types d'architecture, je vais partir du postulat qu'on n'est pas en monolithe, parce que sinon, en fait, toute cette portion-là devient inutile. Faites tout dans votre monolithe, vous compliquez pas la vie. On aura donc une multitude de services qui communiquent entre eux. Ils peuvent communiquer en direct, par événement, ce que vous voulez. OK. En premier, l'architecture centralisée, c'est en général la plus connue de tous. Elle nous paraît évidente quand on y pense. Et du coup, on va commencer par la logique. Quand on dit architecture centralisée, en fait, on dit logique centralisée. C'est tout. On a un serveur dédié, un service dédié, pardon. Ce service va effectuer la décision. Donc, en fait, c'est lui qui va porter notre logique, nos décisions, et donc toutes nos règles, l'implémentation de nos règles de permission, en fait. Dans quel cas on va vouloir favoriser ce genre de situation? Quand on a une logique commune, en fait. Ça va nous éviter de devoir la dupliquer à plein d'endroits. Un exemple serait, on veut vérifier que l'utilisateur connecté a bien un rôle en particulier. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on va aller mettre dans ce genre d'architecture. Qu'est-ce qu'on pourrait y gagner donc? On ne duplique pas, donc on n'éparpille pas de la logique, et donc on n'a pas de risque d'incohérence. Il n'y a rien de pire que d'avoir un service qui refuse un utilisateur et celui d'à côté qui l'autorise, pour la même demande en fait. Donc ça serait bien dommage. Donc on centralise, donc on est cohérent. Comme on a un service dédié, on peut tout de suite plus l'adapter aussi en termes de ressources. Il va répondre à ça, donc prévoyons l'infra qui convient. Et en plus, comme tout est centralisé au même endroit, toute évolution de logique est plus simple à faire. Elle n'est à faire évoluer qu'à un seul endroit. Vous redéployez votre service, il y a la nouvelle logique qui est prise en compte. Et comme tout on est encore centralisé, on peut nettement plus facilement mettre en place la révocation des droits. Tout s'appuie en un point. Par contre, eh bien, là, pareil, je pense que vous m'avez vu venir, on a un SPOF, Single Point of Failure, et comme toutes nos vérifications de permission vont passer par ce service, on a forcément une latence. C'est cadeau, ça vient avec. Si on regarde plus en détail, en fait, chaque service va avoir sa couche d'enforcer en plus de la couche métier. Puis, en fait, l'enforcer en question, par exemple, appellera le service d'autorisation. Si la réponse est oui, l'enforcer du service appelle sa propre couche métier, et ainsi de suite. Dans le cas où on a plusieurs services, je reviens avec mes services 1, service 2, pour ceux qui étaient là hier, désolé. En fait, ce qui va se passer, c'est que au moment où le premier service a besoin de faire l'appel à l'autre dans sa couche métier, on va passer, comme dans les autres cas, par l'enforcer, et là, on va vérifier la nouvelle règle spécifique à cet appel. Par exemple, ça va être, je veux faire une modification, mais avant, j'ai besoin d'aller récupérer une information ailleurs. La permission qu'on vérifie, c'est est-ce que mon utilisateur a le droit de récupérer cette information? Ce n'est plus la même règle, en fait. Donc là, c'est là où, en fait, on a une nouvelle décision. Et voilà. Du coup, on a un point qui est super important, qu'il faut garder en tête quand on fait du centralisé. Notre durée maximale, notre temps maximal de réponse, c'est le cumul du cas passant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des séquencements d'appels entre des microservices ou des choses comme ça, c'est le chemin noir qu'il faut prendre en compte en temps de temps d'appel. C'est le plus long possible. Tous les cas, oui, en fait. Ça paraît un peu évident à dire, mais si votre utilisateur revient vers vous en vous disant « je ne comprends pas, mon application est longue », ça peut être la réponse. OK. On a parlé de la décision, on va regarder du côté des données.
Donc déjà, on a un prérequis. Notre utilisateur est authentifié, comme je le disais tout à l'heure. On va utiliser par exemple un token au porteur du type JWT ou Passetto, l'amélioration du JWT, qui va nous permettre d'avoir les informations de qui est notre utilisateur. À partir de là, on a 3 manières dont on va gérer cette autorisation. Soit on a notre service d'autorisation accède à la même base de données où notre métier est stocké et il va faire ses propres jointures pour aller récupérer la donnée. Ça fonctionne très bien, c'est simple, c'est facile à mettre en place au début, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en plus, bonus, les données sont toujours à jour. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça avec la deuxième méthode. Par contre, on a couplé très fortement notre modèle d'autorisation et notre modèle métier. Quand on fait évoluer le métier, il faudra faire évoluer l'autorisation. Quand on fait évoluer l'autorisation, il faudra faire évoluer le métier. Donc là, on s'est rajouté une complexité avec une intrication. On a perdu en fait la separation of concerns que les microservices nous apportent. C'est normalement le principe des microservices. Et là, on vient de le casser en fait. Donc, on peut se dire, eh bien, on va sortir la base et on va mettre une propre base dédiée au service d'autorisation. Alors, ça corrige les problèmes de l'autre. Parfait. On a découplé, c'est génial. On peut gérer séparément nos évolutions. On sépare bien les concerns. La base d'autorisation ne fait que de l'autorisation. Perfect. Par contre, parce qu'il y a toujours un par contre, eh bien maintenant, on est obligé de gérer la synchro entre les deux bases. Et là, c'est là où c'est un peu fun. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit dessin, le théorème de Cap. On l'a appris pour certains à l'école. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. En tout cas, il nous exprime un point, qui est la consistance. Il faut, je l'ai mis en double, il faut que nos bases de données aient la même consistance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une base en strong consistency d'un côté et une eventual consistency de l'autre côté. Si vous persistez de la donnée, vous voulez être sûr que votre base d'autorisation soit cohérente. Donc on ne peut pas jouer avec des différences de consistance parce que s'il y a une des deux bases qui tombe, il faut que les données soient fiables des deux côtés. Donc on peut être en strong des deux côtés ou en éventuel des deux côtés, mais il faut le gérer. De plus, je ne l'ai pas noté, mais on a un point qui est assez casse-pied et qui est assez récent, je trouve, qui a été remonté. On a ce qu'on appelle le problème du new enemy. C'est quand un utilisateur arrive à s'insérer dans une des deux bases, notre système de réplication va lui donner automatiquement l'autorisation en le répliquant de l'autre côté. Donc là, on s'ouvre une faille, en fait. Et donc, il y a des systèmes pour gérer ça. Mais donc, c'est à prendre en compte. Et du coup, pour régler le problème de la consistance, par contre, on a une solution, alors qui est OK, on va dire. Tout est une question de tolérance au problème. La variante, ça serait d'utiliser le même type de base de données, voire la même enveloppe avec des tables dédiées, en fait. Ça résout notre problème. Et puis la dernière, qui est basique, c'est quand nos services d'autorisation appellent directement les services métiers. Pourquoi pas? Comme ça, il n'a pas à gérer du tout la donnée d'autorisation. C'est simple, on sait le faire, il n'y a pas de synchro, il n'y a aucun truc bizarre. Par contre, eh bien, le service d'autorisation doit connaître le métier des différents services. Donc maintenant, on lui rajoute une connaissance qu'il ne devrait pas avoir, en fait. On perd, pareil, une autre séparation of concerns. Et en plus, comme on fait des appels réseau, on a de la latence qui vient se rajouter. Donc notre petit diagramme noir de tout à l'heure, au moment de la décision, on refaisait des appels dans l'autre sens aussi maintenant. C'est cadeau, on est encore plus long. Mais ça marche. OK. J'ai parlé de révocation à un moment. On va l'aborder dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut révoquer un utilisateur en centralisé? On l'a vu ensemble, tout passe par la couche de décision. Si cette couche n'est pas fait un refus, l'utilisateur se fera rejeter. Eh bien, comme la couche va accéder directement aux données, c'est très simple à ce niveau-là. On le supprime des données. La révocation, elle est basique. C'est je supprime mon utilisateur.
Là-dessus, c'est l'un des plus simples qu'on puisse faire. Et maintenant, je vais parler de décentraliser. Alors, pareil, on va commencer par la logique. Et du coup, vous vous en doutiez, mais logique, enfin archi-décentralisé veut dire logique décentralisée. En fait, la dénomination de l'architecture vient de l'endroit où on place la logique. Donc maintenant, chaque service va porter ce qu'il avait déjà avant, donc l'enforcer, la logique métier. En plus, maintenant, il va porter sa logique de décision propre à lui-même. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien, parce qu'en fait, comme ça, on va conserver une logique de décision au plus proche du métier associé. Un gros point positif, on n'a plus de SPOF. Là-dessus, top. C'est quand même, dans la plupart des plateformes, on a deux SPOF très usuels. C'est l'authentification et l'autorisation. Là, on en a éliminé un des deux, c'est quand même un problème de moins à gérer. De plus, on ne fait pas d'appel réseau vers la décision, donc on est plus efficace. Et comme chaque service porte sa propre logique, si on veut faire évoluer une logique, eh ben on fait juste évoluer le service. Plus simple, pas de problème à ce niveau-là. Par contre, comme chaque service porte sa logique, eh ben en fait, si on a une logique commune, on va la dupliquer au travers de notre plateforme. Et ça va être le moment où, quand vous voulez la faire évoluer, il faudra bien la faire évoluer partout, parce qu'il y a un moment où vous risquez d'être désynchronisé. On va se dire, on va créer une lib qui contient tout, mais il faut quand même la bumper partout et tout redéployer. Donc, il faut le prendre en compte. Et de plus, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on va devoir gérer la révocation, au sens pur du terme. Donc, en détail, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'utilisateur cherche à faire son action, la requête est interrompue par l'enforcer, comme avant, qui va appeler sa propre couche de décision. Si l'utilisateur a le droit, on appelle la couche métier et on répond. OK. Quand on a plusieurs services, donc dans le cas où notre utilisateur, bien sûr, a le droit de faire l'appel au premier, on va du coup appeler directement le deuxième. Et la logique, vous la voyez, elle est entièrement en interne du nouveau service. Hop. Je vais boire un coup avant de poursuivre. J'ai un petit peu tendance à me déshydrater des fois en conf. OK. Si on parle cette fois-ci à nouveau du chemin noir de la latence, on va dire, on est beaucoup plus simple parce qu'en fait là, on a surtout du temps de traitement. On a beaucoup moins de temps d'appel réseau. Le seul appel réseau, au final, il se trouve entre nos deux services. Donc, on y a gagné à ce niveau-là. C'est pour ça qu'en général, quand on pense microservice, on pense décentralisé. On va parler cette fois-ci des données d'autorisation. Dans ce modèle, elles sont portées entièrement par le token. Vous avez un token qui est transmis de service en service, et c'est lui qui va contenir toutes ces informations-là. En plus des deux que j'ai déjà cités, JWT et Paceto, on va pouvoir trouver d'autres systèmes cette fois-ci. On a Macaron et Biscuit. L'idée, c'est que le token encodé porte les informations nécessaires. À gauche, on a par exemple le rôle de l'utilisateur. Ce genre de choses. Il sera transmis lors des appels entre les services, que ce soit un appel par événement ou un appel HTTP standard. Et c'est là que la délégation dont on parlait tout à l'heure intervient. Il va permettre de transmettre les droits de l'utilisateur plus loin, en fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, Macaron et Biscuit ont une spécificité. Le mot a été difficile. Ils permettent notamment d'atténuer les droits qui sont dans le token. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que quand l'utilisateur donne son token à l'application, à peu de choses près, ce token contient beaucoup de choses. Le premier service, au moment d'appeler l'autre service, ne conservera de ce token que la portion qui l'intéresse. Et du coup, à ce sujet-là, je vous conseille un talk
qui est très bien fait, qui est fait par Clément Delafargue et Geoffroy Coupry, à des Vox de cette année. Il y rentre pleinement en détail là-dessus. C'est d'ailleurs les deux personnes qui ont créé à l'origine Biscuit. Ok, on va parler de données. Non, de révocation. Je me suis perdue dans mon slide. Donc, comme notre token porte directement les droits, il faut révoquer le token. Si on veut révoquer notre utilisateur, il n'y a pas de choix. Et pour ça, c'est là où ça devient plus complexe. On va devoir respecter certaines règles pour pouvoir révoquer facilement un token. Parce que sinon, il suffit que le hacker récupère le token et le refournisse dans une autre requête. Il a les mêmes droits que l'utilisateur initial. Donc, on peut commencer par mettre une date d'expiration. Avec une date d'expiration, vos tokens vont expirer naturellement. Ils vont se révoquer tout seuls. C'est cool. Et de plus, on va essayer de créer des tokens uniques. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir révoquer un token en particulier sans définitivement bloquer l'accès à un utilisateur sur la plateforme. Par exemple, celui qui est à droite, cette fois-ci, est un contenu de token non unique. Pourquoi? Parce qu'il identifie mon utilisateur et ses informations, a priori, à moins que son rôle change, mais ces informations seront toujours les mêmes. À l'inverse, celui-ci, maintenant, est unique. Il contient une date d'expiration, il contient une date d'émission aussi. Le IAT, c'est Issued At. Donc là, on est clairement sur un token qui peut se révoquer beaucoup plus facilement sans définitivement éliminer l'utilisateur. De plus, si on veut révoquer des tokens, il faut les connaître. Donc, on conserve une liste des tokens qui ont été émis. Ça va permettre, tout simplement, quand on veut le révoquer, d'ajouter notre token à révoquer à cette liste. Ça va naturellement le blacklister. Et ça sera à vous d'implémenter, du coup, la prise en compte de la liste des tokens révoqués en entrée de vos enforcers. C'est assez simple à ce niveau-là. Clément, notamment de la FARC, conseille de le faire pourquoi pas, par configuration de vos services. C'est très rapide à déployer, c'est le plus efficace. Ok, on va voir, dans le cas de notre étude, ce qu'on devrait prendre comme architecture. Alors, je vous rappelle que dans la version un peu évoluée, on avait 3 microservices avec une volée de fonctionnalités. Ok, comme toujours, on va commencer par se poser des questions. On a des microservices. On pourrait tendre très naturellement vers une architecture décentralisée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Par contre, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup de se compliquer avec une architecture décentralisée? C'est à décider. Ça dépend de vos équipes, des compétences de chacun, ce genre de choses. Aussi, on va se poser la question de comment la donnée est stockée. Par exemple, là, on va prendre un type article. Alors, je suis désolée, moi j'ai écrit en TypeScript, parce que j'en fais tous les jours. Donc, disons qu'on a un attribut qui est un identifiant de type clé étrangère vers l'auteur de cet article. En faisant ça, en fait, on va se retrouver, si on veut récupérer les informations de l'auteur d'un article pour l'afficher, on va devoir faire des requêtes à chaque fois. Et donc, pour tout article à afficher, on va aller chercher les informations de l'article, vérifier la décision, faire pareil pour récupérer l'auteur, faire la décision. Quand on se retrouve à faire ça, plutôt une architecture centralisée, ça permet de récupérer tout en un seul point. Par contre, si on se retrouve à dénormaliser, c'est-à-dire que l'on duplique dans l'article le nom de l'auteur, son avatar, ce genre de choses, là, on vient de s'enlever la contrainte précédente. Donc on se retrouve à nouveau à avoir le choix possible. Du coup, pour le jeu, je vais partir du principe qu'on est en dénormalisé. Et c'est le moment où je vais faire intervenir une règle qui n'avait pas forcément été spécifiée au début, mais soudain, mon PM se rappelle que le RGPD existe. C'est un truc, en général, ils s'en rendent compte plus tard. Et du coup, maintenant, quand un utilisateur supprime son site, le site va être marqué inactif pendant un temps, ce qui va permettre de récupérer les données, notamment des photos, des machins, ce genre de trucs. Et ensuite, plus tard,
on va supprimer réellement la donnée. Donc maintenant, avant toute modification d'un article, publication ou autre, on va devoir aller vérifier que le site est actif. On a donc une règle commune en faisant ça. Et donc, on atterrit en architecture centralisée. C'est vraiment le point le plus important à ce niveau-là. OK. On a parlé d'architecture, on va parler de modèle maintenant. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir la bonne infra. Il faut décider de comment on modélise notre donnée en tant que telle, comment on maîtrise nos utilisateurs ou autres. On va avoir pour ça une variété de modèles. Je vais en lister que certains. Et par contre, ils s'appliquent dans tous les cas, monolithe, distribué ou autre. C'est toujours valable. Donc les plus courants sont, je pense que vous connaissez ACL avec les Access Control List, RBAC qui est un Role-Based Access Control, RBAC, le Relationship Based Access Control, et en dernier, ABAC, Attribute Based Access Control. Il en existe d'autres. J'ai vu passer du Task Based, du Policy Based. Bref, il y a forcément un truc qui vous correspond en fait. Là, j'ai choisi les plus grands standards dont on peut avoir besoin, à savoir qu'ils se combinent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir sur certains points de l'ACL, de l'autre du RBAC, et ainsi de suite. Tout se fait. On va regarder les ACL en premier. ACL, c'est un truc qui est associé au monde Unix à l'origine. L'idée, c'était d'avoir un fichier plat avec une liste d'utilisateurs. Ça ressemble à ça, par exemple. Quand sur mon laptop, je regarde le contenu du fichier FTP user, je vais trouver cette liste. C'est les utilisateurs qui n'ont pas le droit de faire du FTP. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est de l'ACL. RBAC, donc du rôle cette fois-ci. Qu'est-ce qu'un rôle? C'est un regroupement de permissions. Quand un utilisateur est associé à un rôle, il va hériter automatiquement de toutes les permissions de ce rôle. On ne fait pas du spécifique. Un rôle doit vouloir dire quelque chose fonctionnellement. Un admin, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. C'est clair, c'est net, c'est dans son nom. Il n'y a pas de subtilité. Et il définit clairement qui est notre utilisateur aussi. On va regarder à quoi ça ressemble dans le cas du MVP. Dans le cas du MVP, on avait nos fonctionnalités étaient réparties en deux applis, donc une partie qui n'était accessible qu'aux administrateurs. Je pense que vous m'avez vu venir dès le début, quasiment, pour certains, mais c'était clairement un rôle admin. Là-dessus, je pense qu'on peut tous le faire, ce lien-là. C'est le plus simple. Donc, on va se retrouver avec un type user. Sur ce type, on va ajouter un champ en rôle. Il a différentes valeurs. On peut être admin ou user basique. Imaginons que Lucie ait créé son compte sur la plateforme pour être notifiée des différents articles. Donc Marc, notre administrateur, aura ce rôle et Lucie aura un autre rôle. OK. En termes de décision, on va se poser la question en fait de ce que l'utilisateur cherche à faire, donc la ressource. Il cherche à accéder à l'interface d'administration. On va donc appliquer la rôle qu'on connaît, enfin la règle qu'on connaît. Est-ce que le rôle de l'utilisateur est bien admin? Si oui, eh bien on l'autorise, sinon on le refuse. Alors, RBAC cette fois-ci. En fait, d'ailleurs, on va introduire cette fois-ci plutôt la notion de relation. C'est-à-dire qu'un utilisateur aura des permissions en fonction de sa relation personnelle avec la ressource. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais bon. Du coup, un exemple, par exemple, c'est le créateur d'un article. Il a une relation personnelle avec cet article. On a plusieurs types de relations. On a le data ownership, justement, celui que je viens de citer. C'est le plus évident, c'est la relation entre un créateur et sa ressource. On a des relations du type parent-enfant ou hiérarchique et des relations de type groupe. En général, c'est celle qui est la plus connue, celle-ci. Voilà. On a tous entendu parler de groupes, de teams
et compagnie pour se donner des accès en commun. On va voir ce que ça donne, cette fois-ci, dans le cas de la version évoluée. Ça, c'est un exemple de data ownership. Un brouillon est créé par son auteur. Dans ce cas-là, Jessica. Là, on a un exemple de hiérarchie. Un article est publié sur un site. On a une relation entre un site et un article. Et pareil, on a un groupe d'utilisateurs qui sont les utilisateurs d'un site. On a Inès, Jessica et Enzo. Et donc, on en était là tout à l'heure. On avait un rôle admin. On va le faire évoluer. Puisque maintenant, on se retrouve avec un côté qui est la plateforme générale, l'administration générale de la plateforme plutôt. On peut renommer ce rôle, on va l'appeler plateforme admin. Il faut que ça nous parle. Donc là, on l'associe un peu plus clairement. On va aussi, du coup, associer nos utilisateurs par groupe. Leur point commun, c'est l'identifiant du site. Donc on va les regrouper comme ça. Nos admins de site, on peut dire qu'ils ont un rôle. Vous voyez, quand je vous disais on peut les combiner un peu dans toutes les directions, eh bien cette fois-ci, eux, en plus, ils appartiennent au groupe d'utilisateurs du site, mais ils ont un rôle spécifique qui est l'admin de site. Site admin, pardon. Et nos articles, eux, vont porter l'identifiant de l'auteur. On a tout de suite une relation qui va se créer avec l'auteur de l'article. Ok, si on reprend la définition initiale de user, on va lui adjoindre cette fois-ci un autre type qui, lui, va être l'entité un peu de relation de l'ensemble. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir associer un utilisateur avec potentiellement un rôle, un site. Pas, ça dépend des situations. Notre rôle pourrait être, par exemple, plateforme admin, site admin, user. Dans le cas de Marc, l'admin principal, notamment, il est plateforme admin. Dans le cas d'Inès, l'administratrice de site, elle est site admin et elle a un identifiant de site. Jessica, l'autrice d'articles, elle n'a pas de rôle, elle n'a qu'un site, un identifiant de site. OK. En termes de décision, on va se demander en fait ce que l'utilisateur cherche à faire. C'est toujours le point d'entrée de votre réflexion. Qu'est-ce qu'il essaye de faire et comment il essaye de le faire. Là, disons qu'il cherche à accéder à l'administration d'un site en particulier. On va donc vérifier la relation de base. Est-ce que l'utilisateur est associé à ce site-là? Et c'est ce qui va vous permettre de décider oui ou non. Et on va aller plus loin. Cette fois-ci, notre utilisateur, pour un site, veut supprimer un brouillon. La règle, c'est qu'il faut que ça soit uniquement l'auteur de ce brouillon qui a le droit de supprimer le brouillon. Donc, on va aller vérifier d'abord, est-ce qu'il a le droit sur le site? Ensuite, est-ce qu'il est propriétaire du brouillon? OK. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on a ajouté un identifiant de site sur un utilisateur, on a ajouté un attribut. Quand on lui a ajouté un rôle, on a ajouté un attribut. En fait, Airback et Reback sont des versions simplifiées de ABAC. ABAC est la version généralisée qui s'applique à toutes les situations. Donc là, on parle d'attribut. Un attribut, c'est juste une valeur qui va permettre de définir une permission. Là, on est sur une phrase nettement plus généraliste. Un site, par exemple, ne peut être modifié que s'il est actif. C'est l'attribut du site qui nous permet de donner la règle. Il existe plusieurs types d'attributs. On a l'attribut de l'acteur, l'attribut de la ressource et l'attribut de l'action. Notre tuple initial. Chacun des éléments de ce tuple peut avoir des attributs qui nous permettent de décider. OK, comment est-ce qu'on utilise ça? Voilà, très basique. Notre type site a un nouveau champ, un nouvel attribut, isActive, booléen. Notre règle est évidente. Donc, quand l'utilisateur va chercher à supprimer notre brouillon via l'interface d'un site,
Eh bien, on va d'abord vérifier, comme avant, est-ce qu'il est autorisé sur ce site? Est-ce que ce site est actif? Ça, c'est la deuxième vérification. OK, on va essayer de conclure un peu tout ça. Donc, on a beaucoup de possibilités, comme on vient de le voir. Ça dépend clairement de notre situation. Chacun des modèles, chacune des archis qu'on a vues apporte quelque chose. Que ce soit des avantages ou des inconvénients. Certains sont clairement non négligeables et ça va être à prendre en compte. Du coup, là, il y a tout de suite une question qui peut venir en tête. Je pense à tous les talks très hype qu'on a pu voir à une période. Est-ce qu'on a une archi qui est meilleure qu'une autre? Moi, j'ai une simple réponse, non. Parce qu'en fait, on a une archi qui correspond à un besoin. Revenez à votre besoin. Du coup, comment la choisir? Eh bien, on va se poser des questions. Quel est le besoin, tout simplement? Quelles sont les contraintes? Si vous avez des trucs imposés sur votre plateforme, vous êtes obligé de faire avec. Utilisez vos contraintes pour vous faciliter le choix. C'était ce qu'on avait avec la donnée dénormalisée ou pas. C'était une de nos contraintes. Ça impose automatiquement une décision. Pareil, quels sont les défauts que vous êtes prêts à accepter? Tout choix technique a un défaut. Il faut choisir le moins pire au final dans votre situation. C'est clairement celui qui vous correspond le mieux, celui que vous êtes apte à gérer. Par exemple, vous avez une équipe qui est tout à fait apte à gérer un type d'architecture. On est à l'aise sur un type de base de données. On sait faire certaines choses. Déployer un nouveau service, on sait le faire. Par contre, embarquer de l'autorisation dans nos services, on sait moyen le faire. Naturellement, en fait, mettez-vous un peu plus en situation de confort. Vous aurez des problèmes, ok, mais vous saurez les traiter. Et du coup, un petit rappel des points qu'on a vus tout au long. Ne séparez pas la logique d'autorisation, enfin, au contraire. Séparez bien la logique d'authentification de la logique d'autorisation. Pensez révocation dès le premier instant. Testez vos enforcers, c'est votre barrière de sécurité. Et attention à la durée maximale de vos cas passants. C'est votre latence maximale de vos utilisateurs. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses et que ça surtout vous a ouvert des possibilités pour la suite. Merci. Et du coup, comme la dernière fois, je prends vos retours. Le QR code de gauche, j'ai toujours du mal entre ma droite et ma gauche, c'est un truc fou. À gauche, c'est le open feedback pour me faire des petits retours. Je suis très preneuse de tout point d'amélioration. Et à droite, le site Shine pour potentiellement postuler. Voilà. Je ne sais pas si on a du temps pour des questions. Oui, parfait. Oui. Bonjour. Ah, je crois qu'il y a un problème de micro. 1, 2. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu ces schémas. Lorsqu'un utilisateur va par exemple être administrateur d'un site et uniquement auteur d'un autre site, comment est-ce qu'on gère ce niveau de permission-là? En fait, c'est l'entité de relation qui va permettre de le faire. On va en avoir potentiellement autant que de relations qu'on va vouloir créer. Je vais essayer de revenir dessus pour être plus rapide. Au moment où on a créé ce truc-là, en fait, on peut avoir autant de user role que par type de choses. J'utilise le mot chose pour être volontairement très flou. C'est-à-dire que cette entité, vous en aurez autant que par site que par rôle. C'est elle qui permet de variabiliser la chose. Merci, c'est très clair. Par là-bas.
Oui, merci pour la conf, c'était très bien. Est-ce que tu as une solution élégante pour le problème où tu as besoin qu'un utilisateur liste les ressources auxquelles il a accès? Il y a des systèmes qui existent. Alors, en général, j'aime pas donner une implémentation technique comme ça en réponse parce que ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais je pense notamment aux implémentations de Zanzibar. Google a fait un papier il y a 2 ans maintenant, il me semble, sur Zanzibar, sur une manière d'implémenter en centralisé des permissions. Et en fait, les solutions qui l'implémentent permettent notamment de vérifier toutes les permissions de l'utilisateur, donc les lister pour les récupérer. Si on fait sur d'autres types d'implémentation, il faut exposer des endpoints. Il y en a pas, c'est pas hyper élégant, malheureusement. Ça va être à nous d'exposer des listes en fait. Alors après, je ne sais pas à quel point on a envie d'exposer des permissions. C'est la question qu'on se pose. Parce qu'un utilisateur qui n'est pas censé avoir accès, soudain, il arrive à lister les permissions de quelqu'un d'autre. Il sait comment il peut rentrer et obtenir les accès. Donc il faut faire les choses de manière un peu clean. Mais globalement, oui, à part un endpoint de listing, désolé, j'ai pas de réponse mieux. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question. C'est en fait lié à l'implémentation ou aux techniques qu'on peut utiliser pour justement implémenter la logique d'autorisation. Est-ce qu'il y a des notions de moteurs de règles et tout ça qui peuvent être utilisées pour justement que cette brique d'autorisation soit facilement modifiable et qu'on puisse la faire évoluer de manière élégante et pertinente? En fait, il y a des modèles. Là, je parlais de Zanzibar. Notamment, tout ce qui est implémentation de Zanzibar passe par des schémas à plat très précis. Vous regarderez par exemple Permify, Casbin, C-A-S-B-I-N, Ozo, Auth0. Il y en a toute une volée comme ça. La plupart passent par du fichier à plat qui liste précisément les droits. Ça fonctionne très bien jusqu'au moment où vous avez besoin d'avoir une dynamique dans ces droits. Genre permettre à vos utilisateurs de créer des nouvelles équipes avec des nouveaux droits. Potentiellement, ça peut remettre en cause ce genre de choses. Mais ce genre de modèle permet de le mettre à plat, dans un seul fichier. C'est commité, c'est versionné, c'est propre. Là-dessus, c'est très bien. Merci. Ouais. Il nous reste une petite minute encore pour s'il reste une petite question. Et sinon, vous êtes libre d'aller en pause. Merci.